Le 22 juin 1940, alors que la France et ses alliés sont en guerre contre l'Allemagne, Pétain signe l'armistice dont les conditions sont très dures pour le peuple. Le pays est divisé en plusieurs zones et le territoire est en partie occupé par les troupes allemandes. Affolés par cette invasion, des millions de Français s'exilent vers le sud. Le 10 juillet, Pétain se fait accorder par le Parlement les pleins pouvoirs, mettant fin à la Troisième République. Une dictature s'installe peu à peu en zone libre à Vichy. Les Allemands sont omniprésents. Les conditions de vie sont dures. L'État met en place un système de tickets pour faire face à la pénurie. La propagande allemande et pétiniste s'affiche sur les murs des villes. Cependant, un mouvement de refus et d'opposition naît suite à l'appel du 18 juin, lancé par le général de Gaulle depuis Londres. La résistance a commencé par corporation, c'est-à-dire dans les collèges. Moi j'ai commencé en 1942, j'avais en 1941 même, j'avais 17 ans. J'étais au collège de Toul. Bon, j'ai retrouvé des copains qui avaient les mêmes idées que moi. Donc on a formé déjà un petit groupe de rien du tout, et après on en a cherché des autres, etc. Ça a commencé comme ça dans le collège. Déjà, les premiers signes de refus sont visibles sous forme de graffitis, de papillons et de quelques tracts. Bon, les tracts de la résistance ou des alliés étaient destinés bien sûr à la population, à renforcer cet esprit de résistance. La distribution des tracts se faisait dans des petits commerces ou éventuellement en faisant du porte-à-porte. Donc, nous, par exemple, dans la résistance, on cherchait le maximum de contact avec la population par le moyen de tracts qui disaient, oui, les Allemands ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fusillé tant de personnes, ou etc. Pour justement que la population en général soit informée, puisqu'elle n'y était pas par ailleurs, elle y est ou mal. Par ces actes, les résistants risquaient d'être emprisonnés, déportés ou même fusillés. J'avais une femme, une jeune fille d'ailleurs, qui transportait, dont les parents étaient laitiers, dans un village, et qui mettait toujours des bidons dans sa charrette quand elle allait transporter ça à Toul, puisque je suis de Toul. Et dans ces bidons, elle mettait des tracts qu'elle distribuait au passage dans les boîtes aux lettres. C'était une façon de communiquer. Les tracts étaient imprimés le plus souvent dans des caves ou des greniers, à l'abri des regards. Ils étaient parfois tapés sur des machines à écrire, mais ce moyen de les éditer faisait du bruit, alors qu'on recherchait la discrétion. À cette époque, la presse libre n'existait plus et il n'y avait aucun moyen d'échapper à la censure allemande. C'est la naissance des premiers journaux clandestins. Ces journaux devaient montrer aux Français la vérité cachée par les Allemands. Tout Français était un destinataire potentiel à ce moment-là. Face au contrôle et aux pénuries de papier, les résistants devaient trouver différents moyens pour imprimer leurs éditions. Ainsi, Nicolas Aubame, employé de l'épicerie Lassagnal à Nancy, détournait les papiers d'emballage au profit du tirage du journal Lorraine. Bon, également, on écoutait aussi Radio Sotens. Radio Sotens, c'était
un poste émetteur suisse, donc neutre. Et donc ils étaient relativement assez bien informés pour renseigner la population française. Les radios étrangères étaient peu entendues. Les Français n'avaient pas l'habitude d'écouter ces émissions. Les postes étaient assez chers et nécessitaient de l'électricité. Celui qui était pris à écouter un poste étranger, il n'y avait pas de doute, il avait des problèmes. Hein. La BBC joue un rôle important dans le maintien du moral de la population en diffusant chaque jour des messages aux Français. Oui, bien sûr, le général de Gaulle, il avait un gouvernement provisoire à Londres. Et donc, c'était ces ministres ou les rédacteurs de journal qui faisaient les commentaires. Hein, selon, bien sûr, ce qu'ils leur demandaient. Ils demandaient aux Français de résister au maximum, qu'ils auraient la victoire finale sur l'Allemagne. C'était aussi un excellent moyen de communication entre les FFL et les FFI qui s'envoyaient des messages codés. Mais c'était bien sûr un message convenu qui correspondait à quelque chose au point de vue destinataire, mais pas du tout qui ne correspondait absolument plus intraduisible pour une tierce personne qui l'écoutait. Par exemple, il disait, je sais pas, ma grand-mère Zoé va arriver par le train de minuit. Ça voulait dire quoi? Dieu seul le savait. En 1942, la BBC lance le combat des V, lettre désignant la victoire finale. C'était le moment justement que Londres avait dit mettez des V, des croix de Lorraine et des V. Donc on s'amusait à la craie ou à la peinture quand il y en avait sur les murs de mettre un V et une croix de Lorraine. C'était pratique parce que ça allait vite. Et bon ça impliquait à la population qui avait une résistance qui existait, et d'autre part aux Allemands aussi, qui avaient une résistance qui leur opposerait toujours des moyens pour les contrecarrer dans leurs opérations. Très vite, de nombreux V apparaissent sur les murs ou les tracts. Peu après, les Allemands ont détourné ce symbole au service de leur propre propagande. Moi j'avais trouvé aussi les voitures allemandes à l'époque, les voitures militaires allemandes, ils avaient leur plaque minéralogique, c'était toujours marqué WH, et puis un numéro. Moi je marquais toujours sur les murs WH égale WH. Bon, ça paraît ridicule maintenant, mais à l'époque, ça permettait de leur saper un peu le moral, quoi. La radio a aussi servi à mettre en place d'autres actions. Les résistants communiquaient ainsi d'un réseau à un autre avec de petits postes par lesquels ils s'envoyaient des messages codés. La transmission des messages par les agents de liaison était alors plus facile à organiser. Celui qui recevait un message, c'était pas forcément le destinataire. Hein, le premier disait à celui-là, écoute, tiens, voilà un message, il faut que tu le donnes pour demain matin à telle personne, que tu le portes à telle personne. Et donc, cette personne-là allait le donner à telle autre personne. Parce qu'il y avait aussi le système de boîte aux lettres, des fausses boîtes aux lettres, qui par exemple étaient dans des immeubles. Moi je ne l'ai pas vu, mais ça se passait pas mal, ça se passait assez en zone libre, ça. Ils mettaient une boîte aux lettres, ils collaient un groupe de résistance, collait une boîte aux lettres dans un immeuble, bien dessus. Monsieur Dupont, puis mettez Monsieur Dupont au-dessus. Bon, quand vous avez un immeuble de 15 ou 20
15 ou 20 logements. Les gens ne se connaissent pas, évidemment, pas forcément. Monsieur Dupont, qui c'est Monsieur Dupont? Et à ce moment-là, l'agent de liaison, il mettait dans la boîte aux lettres de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont. Et c'est une autre personne qui avait la clé de la boîte et qui n'habitait pas du tout dans l'immeuble. Et donc, avec la boîte aux lettres, il allait ouvrir la boîte aux lettres, il prenait le pli. Les messages étaient parfois cachés dans le guidon, le cadre ou la chambre à air des vélos. À tout moment, un agent de liaison était susceptible d'être suivi ou de se faire contrôler par la milice ou la Gestapo qui surveillait étroitement la population. De plus, les déplacements étaient limités par les Ausweis. Les agents de liaison servaient aussi d'intermédiaires entre les réseaux en ville et les maquisards. Ceux-ci étaient alors prévenus qu'ils allaient recevoir, par exemple, par avion, du matériel et des vivres, de la presse clandestine comme le courrier de l'air, ou des hommes lors des missions de parachutage d'agents. Le matériel pouvait contenir des explosifs utilisés lors des sabotages des chemins de fer ou des trains allemands. Les cheminots jouaient d'ailleurs un rôle important dans les actions de résistance. André Cagelot était cheminot à Nancy et organisait depuis la gare un réseau d'évasion de prisonniers de guerre. D'autres faisaient passer du courrier. Où il y avait aussi des services bénévoles, disons, d'acheminement de courrier. Par exemple, si une personne connaissait un cheminot ou un mécanicien, etc., on pouvait dire à cette personne-là, écoutez, vous allez en zone libre, est-ce que vous pourriez me passer cette lettre, passer la ligne de démarcation pour aller en zone libre? Et si le mécanicien ou le cheminot était d'accord, la lettre était acheminée en zone libre par les moyens de sacs individuels. Les cheminots avaient leur sac de casse-croûte et ils mettaient ça dans le fond ou par tout autre moyen. Toute la correspondance était contrôlée et censurée. Et jusque 1942, de 1940 à 1942, il y avait ce qu'on appelait les cartes interzones. C'est-à-dire, c'était des cartes en papier recyclé d'ailleurs, en carton recyclé, sur lequel il y avait expéditeur, destinataire, et au dos, c'était marqué je suis, alors c'était marqué malade, en bonne santé, alors il fallait barrer ce qui était nécessaire, la famille se porte bien, alors bien ou mal, etc. Il n'y avait que des lignes à mettre, des barrages à mettre, c'est tout. Le courrier était également contrôlé dans les camps. Au lieu d'écrire leurs lettres en français comme le voulaient les nazis, les internés juifs les écrivaient en yiddish. C'était une forme de résistance. À Auschwitz-Birkenau, des rouleaux ont été retrouvés dans de vulgaires gamelles métalliques enfouies dans la cendre des crématoires. Ces bouts de papier souillés, également écrits en yiddish par des membres du Sonderkommando, témoignent de l'horreur des camps. Le compositeur français Pierre Chollet a écrit un oratorio intitulé « Le chant des rouleaux ». L'art était un moyen d'exprimer son opposition. Citons Paul Éluard, Louis Aragon ou Robert Desnos comme des emblèmes de la poésie résistante. Composé à Londres par Maurice Druon et Joseph Kessel, le chant des partisans est un hymne de la résistance. Encore populaire aujourd'hui, il témoigne de l'impact sur la population et de la force qui unissait les résistants. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir